L'ubérisation, ça vous dit quelque chose? C'est ce qui vous permet en un clic de recevoir par exemple vos plats commandés en ligne grâce à Uber Eats ou Deliveroo. Problème, ces plateformes se considèrent comme des intermédiaires et non pas comme des employeurs. Les livreurs ne sont donc pas des salariés avec la protection qui va avec, mais des auto-entrepreneurs. Et donc, début mars, les États membres de l'Union européenne ont trouvé un terrain d'entente pour améliorer les droits de ces travailleurs. L'équipe de Focus s'est penchée sur les dessous de cette décision. Aujourd'hui indépendant, demain peut-être salarié, le statut des livreurs est précaire depuis des années. Instabilité financière, conséquences sur la santé, récit de leur quotidien à Bordeaux par Victor-Louis Barrault et Emma Guillaume. Ouais, validé. Merci, chef. Après 2 heures d'attente, Joseph récupère sa première commande de la journée. Top départ pour cette livraison, 14 km à pédaler sans jamais ralentir l'allure pour seulement 6 €. Un long trajet pour un bref échange avec le client. 13 h, Joseph revient sur cette place très fréquentée dans l'attente d'une nouvelle commande. Ces heures passées à patienter ne sont pas payées par les plateformes, même chose pour le trajet du retour. Originaire de Côte d'Ivoire, Joseph est livreur à vélo depuis presque 2 ans. Il gagne tous les mois entre 400 et 1000 €, une situation de précarité que partagent un grand nombre d'employés des plateformes comme lui. Je vis d'un squat avec ma petite famille. Avec le peu que je gagne, on pense ça pour subvenir à nos besoins et aux besoins des enfants aussi. Je m'accroche à ça pour pouvoir survivre, en fait. Pour survivre, les coursiers doivent se serrer les coudes jusque dans la réparation de leur vélo. Il y a un chiffon là, tu m'emmènes ça. Plus qu'un moyen de déplacement, un outil de travail qui les rassemble, l'entraide est donc naturelle entre les livreurs. Nous sommes comme une famille ici. Donc on se soutient aussi dans des petites tâches. Il y a petits pays, hein. Il y a des Ivoiriens, des Guinéens, des Maliens et tout et tout. Donc comme c'est l'Afrique, donc nous sommes tous ensemble, donc ça nous motive plus au fait. Les livreurs dépassent souvent les 12 heures de travail par jour. Conséquence, la plupart développent de graves troubles musculaires. À force de porter le sac isotherme, ça donne aussi des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Tout est bloqué. Confrontés au même quotidien éprouvant, les coursiers font bloc. Quand ce n'est pas dans la rue, c'est à la maison des livreurs qu'ils se retrouvent. Créé il y a 1 an, ce lieu prêté par la mairie permet leur seule respiration de la mi-journée avant de repartir livrer jusqu'au soir. J'ai fait 4 courses. 4. Ici, Joseph peut venir se reposer, recharger son téléphone, réparer son vélo et bénéficier des premiers soins si nécessaire. Comme les autres livreurs, son statut ne lui permet pas d'avoir une protection de santé, ce qui peut avoir de graves conséquences selon le coordinateur du lieu. Le statut d'indépendant, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est que déjà, tout ce qui est accident du travail et reconnaissance de la maladie professionnelle, ils ne sont pas concernés. En tant qu'auto-entrepreneurs, les livreurs ne peuvent bénéficier ni du salaire minimum ni du chômage. Pourtant, ils sont bien dépendants des plateformes de livraison. Un statut ambigu que ce spécialiste des travailleurs précaires qualifie de zone grise. C'est tout simplement le fait que quelque chose est donné comme étant un travailleur indépendant, alors que divers critères montrent que ces indépendants ne le sont pas tout à fait, puisque précisément, ils sont assujettis à des formes de contrôle, à des formes d'injonction, à des enjeux d'organisation de leur temporalité qui ne sont pas des enjeux qu'ils ont décidés eux-mêmes. Ce statut pourrait être modifié grâce à une directive européenne, un premier pas qui pourrait changer le quotidien des livreurs. Le statut des livreurs est donc en passe d'évoluer avec le vote de cette directive après des années de débats. Présomption de salariat, assurance contre les accidents du travail. Emma Guillaume décrypte les éléments concrets derrière l'accord trouvé par les États membres au Conseil de l'Union européenne. Ce texte, il concerne 28 millions de travailleurs en Europe, tels que Uber ou Deliveroo. Concrètement, le livreur n'est plus considéré comme indépendant, mais devient présumé salarié de la plateforme. Il a donc accès aux droits associés à ce statut.
le chômage, la couverture maladie ou encore le salaire minimum. En cas de litige, c'est désormais à l'employeur de prouver que le livreur n'est pas son salarié. Autre point de la directive, la régulation des algorithmes. Jusque-là, les plateformes avaient accès à des données privées sur les livreurs alors même qu'ils ne sont pas considérés comme salariés. Désormais, ils n'auront plus la main sur leurs données et ne pourront plus supprimer les comptes des livreurs sur la seule base d'un algorithme. Cet accord est historique car cela fait 5 ans qu'il est en négociation au Conseil de l'UE. Certains pays se sont vivement opposés à la directive. En première ligne, la France, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Grèce ou encore l'Estonie. A l'inverse, le bon élève européen n'est autre que l'Espagne. C'est le premier pays de l'UE à introduire la présomption de salariat dans le Code du travail espagnol en 2021. Il est difficile de savoir comment va être appliquée cette directive dans chaque État membre. Les associations de livreurs, les syndicats ou encore les députés qui ont porté cette cause craignent que certains États essayent à tout prix de limiter l'application réelle de cet accord. L'enjeu est de taille. D'ici 2025, il y aura 15 millions de travailleurs ubérisés de plus sur le sol européen. Cette directive européenne a notamment été poussée par le groupe de la gauche unitaire européenne et l'eurodéputée Leïla Chaibi. Marie Colin l'a rencontrée au Parlement européen ici à Bruxelles. Bonjour Leïla Chaibi, vous êtes eurodéputée depuis 2019 au sein du groupe de la gauche et vous avez négocié pour ce groupe la directive européenne sur le droit des travailleurs des plateformes numériques. Dorénavant, ils pourront contester leur statut d'indépendant pour être requalifiés comme salariés. Ce texte, vous le défendez depuis 2 ans. En quoi est-ce une avancée majeure selon vous ? On a enfin une directive qui va être validée définitivement par le Parlement européen. Et cette directive, elle va permettre d'avancer, elle va permettre une avancée pour la vie quotidienne de tous ces travailleurs. Elle va permettre effectivement à ce que désormais, ce ne sera plus à eux de prouver quand ils vont voir le juge, de prouver qu'ils sont subordonnés, mais ce sera à la plateforme de prouver qu'ils sont réellement indépendants. Et si elle n'arrive pas à le prouver, eh ben, elle les requalifie en salariés. Cependant, ça sera aux États de définir quels seront les critères pour qualifier justement cette présomption de salariat. Or, la France, elle a été opposée à ce texte du début jusqu'à la fin. Quelles peuvent être un peu les conséquences de cette marge de manœuvre en fait, donnée aux États sur l'application concrète de cette loi en France, par exemple ? C'est vrai que vous avez raison, la bataille n'est pas totalement gagnée. Il y a un gros enjeu qui est devant nous, qui est la transposition de la directive. Puisque une directive, quand elle est adoptée par l'Union européenne, les États membres, les 27 États membres de l'Union européenne, ont 2 ans pour la transposer, donc la traduire en loi nationale. On sait que la France va tout faire pour s'opposer dans la transposition. Il va falloir être vigilant à ce que dans la traduction, on ne nous mette pas des critères, justement. Et qu'est-ce que la France devra obligatoirement inscrire en fait, dans sa loi ? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de garde-fous que la France sera obligée de traduire ? Oui. Alors déjà, dans la loi de la directive transposée, il y aura le renversement de la charge de la preuve. Ça, c'est inscrit, c'est pas négociable. Deuxième chose aussi qui est non négociable, c'est que obligatoirement, la loi doit permettre de faciliter les démarches des travailleurs. Et pas, à l'inverse, leur mettre des bâtons dans les roues. Et la troisième chose, et là, pour le coup, on est satisfait, c'est la question du management algorithmique. C'est un peu comme le contremaître du 21e siècle. En quelque sorte, l'algorithme, c'est l'application dans le téléphone, mais qui vous sanctionne, qui vous dit, bah, tiens, vous avez passé trop de temps à faire telle livraison, donc du coup, je vais vous donner des mauvaises commandes. C'est ce qui fait que, par exemple, moi, un chauffeur Uber me disait, mais je comprends pas, moi, je pensais être indépendant, mais moi, j'ai que des courses à 8 €. Mon voisin à côté, dans sa voiture, il a que des courses à 20 €. Est-ce que c'est parce que je refuse les petites, donc pour me sanctionner, on me donne des petites ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est parce que je refuse des petites, on devrait m'en donner des grosses ? Parce que l'algorithme devrait comprendre. Et donc, par exemple, vous pouvez être déconnecté, ce qu'on appelle ça licencié dans le langage, dans le monde du travail traditionnel, salarié. Et bien là, c'est carrément une déconnexion jusqu'à présent, sans que vous ayez d'explication. Ça, ce sera interdit. Il faudra qu'il y ait un humain qui vous explique la décision. Il y a la notion de supervision humaine dans le management algorithmique qui sera obligatoire et ce ne sera plus l'algorithme comme ça de façon complètement... Alors qu'il y a des humains derrière qui prennent ces décisions, mais ce sera plus possible de se faire virer par un algorithme. Vous parliez d'algorithme, on a aussi beaucoup parlé des données. Les plateformes avaient avant accès aux données privées des travailleurs comme leur état de santé, leur conversation, leur orientation sexuelle et même leur religion. Aujourd'hui, l'utilisation de ces données sera interdite grâce à la directive. Comment concrètement l'interdiction va se mettre en place ?
Les représentants du personnel, donc des travailleurs, auront directement accès à la boîte noire de l'algorithme, en fait, quoi. Parce que jusqu'à présent, sous prétexte de secret des affaires, l'algorithme, c'est comme une boîte noire. On dit, on n'y touche pas, vous n'avez pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans. Maintenant, ça, c'est fini, la fête est finie. De la même manière qu'à l'inspection du travail, les autorités administratives compétentes ont le droit d'aller voir le règlement intérieur d'une entreprise, de faire des audits. Et là, ce sera de la même manière avec la question algorithmique et gestion des données. Mais on n'a pas parlé du rôle des lobbies, puisque la loi actuelle, selon le lobby d'Uber, Move EU, ce texte représente une amélioration. Comment vous comprenez ça? Est-ce que finalement ce texte n'est pas aussi un peu la victoire des lobbies? Dans cette histoire, on sait que, on le savait, que les lobbies ont passé beaucoup de temps à essayer de détricoter le texte. Mais ils sont pas parvenus à leur objectif qui était de faire une directive pro-Uber. En fait, une loi qui serve les intérêts d'Uber. C'est comme si on a ce que propose la Commission européenne. Leur objectif, c'était de faire une loi qui, à l'inverse, serve les intérêts d'Uber. Notre objectif, c'était de l'améliorer. Disons qu'on est arrivé toujours au niveau de l'amélioration des conditions de travail. Uber n'a pas réussi à faire sa loi en Europe. Ça aurait été impossible sans le contre-lobby des travailleurs des plateformes. On aurait aimé aller plus loin. Il n'y aurait pas eu la France d'Emmanuel Macron et le poids des lobbies. On serait allé plus loin. Pour autant, moi, je suis assez fière que l'Union européenne prouve qu'elle est en capacité d'améliorer la vie des gens. C'est le cas, ça va être le cas avec cette directive. Même si on aurait aimé aller plus loin, on a quand même quelque chose qui va améliorer les conditions de travail de millions de travailleurs en Europe. Très bien. Merci beaucoup, Leïla Chaibi, pour cette interview à Focus. Merci à vous. Autre enjeu de société à l'affiche de ces élections européennes, la question de l'immigration. Le 10 avril dernier, le Parlement a voté un pacte historique sur la migration et l'asile. Il est jugé trop sévère par les militants des droits humains et par la gauche. L'eurodéputé écologiste Damien Carême s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet au micro de Louis Emerio. L'entretien est à retrouver dans l'émission Twist de nos collègues de la spécialité radio. Une thématique à retrouver également dans les colonnes de Viso, le magazine de nos confrères de presse écrite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Focus. On espère vous retrouver devant les 3 autres.